Le deuxième engagement, c'est la révision du concept de la police de proximité. Cet engagement a également été réalisé à travers donc disons le décret de 2016. D'accord, alors nous allons prendre M. Traoré qui nous appelle depuis la COSI avant de revenir. Bonsoir M. Traoré. Oui, bonsoir monsieur. Alors, vous êtes en direct de cette émission, vous nous appelez de la COSI, nous vous écoutons. Oui, merci bien. Oui. Je voulais intervenir sur le côté de la mise en place de la gratuité des soins. Oui. Oui. Allez-y. Bon, parce que je vais vous parler de ça parce que je suis dans la campagne un peu éloignée. Et la mise en place, vraiment, ça nous avait été bien vu. Bon, nous avons salué cette initiative. Mais maintenant, la faisabilité, nous avons rencontré beaucoup de problèmes parce que nous sommes à 35 km du chef-lieu de district. Oui, 35 km du chef-lieu du district. 35 km du district, du chef-lieu du district. Et puis, quand nous avons besoin d'un molécule de 1000 francs, souvent il n'y en a pas au CSPF. Et il faut joindre les 35 km pour obtenir ce molécule. Donc, vraiment, ça devient un calvaire pour nous. Et souvent, c'est des cas un peu graves. Et il faut vraiment activer la situation. Donc, c'est pour ça que je vais attirer votre attention sur ça, au débat. D'accord. Merci bien. Merci M. Traoré qui nous a appelé de la COSI. Vous pouvez également faire comme lui en appelant au 25 36 04 04 ou en intervenant sur la plateforme Présimet. Nous vous ferons le loisir et le plaisir de lire vos messages. Alors Dieudonné, vous l'avez compris, vous l'avez d'ailleurs évoqué en début d'émission, c'est vrai qu'on allait en venir par rapport aux questions sanitaires. L'initiative a été, la gratuité des soins a été une initiative qui a été saluée, mais sur l'application terrain, il y a de la difficulté, comme il le dit. S'il faut trimballer une ordonnance pour faire 45 ou 35 km, aller prendre un produit et revenir, parce que sur place, il n'y en a pas, c'est aussi la capacité de pouvoir fournir le médicament. Oui, c'est exactement ça, parce que quand on prend un engagement, c'est sûr qu'on s'assure de l'ensemble des moyens à mobiliser pour permettre à cet engagement qu'il soit effectif. C'est comme un droit humain, parce que il ne suffit pas de l'affirmer, il faut aussi aller de son effectivité. Il faut donc des moyens nécessaires pour accompagner. Certes, la mesure a été saluée, c'est vraiment un engagement fort, c'est une des réalisations majeures, du président Kaboré. Voilà. Mais il faut constater effectivement qu'il y a toujours un problème sur le terrain. L'accès aux médicaments ou la disponibilité des produits pose problème. Et donc, tu te retrouves avec ton ordonnance. Normalement, ça devrait être gratuit, mais il y a une indisponibilité, ou que le produit disponible n'est pas conforme à la prescription médicale, donc tu es obligé d'aller encore faire une dépense. Donc peut-être que c'est aussi le temps qu'il faut à la mesure pour qu'il soit en tout cas effectif. Mais pour l'instant, la difficulté est là. Mais néanmoins, j'ai bonne foi que en redoublant d'efforts, en mettant l'ensemble des moyens, en prenant l'ensemble des critiques que les citoyens apportent et en prenant de nouvelles résolutions, ça peut contribuer effectivement à la disponibilité. Parce que quand on soulève effectivement la question de la disponibilité, en faisant un lien avec la politique de gratuité, on se pose aussi la question derrière. Et même en l'absence de cette politique de gratuité, est-ce que le produit allait être disponible? Voilà, c'est tout un système de santé. Il faut donc travailler, même si ce n'est pas gratuit, c'est de travailler à ce que le médicament ou le produit soit déjà disponible. Après, on discutera de la question de sa gratuité. D'accord, merci. En attendant d'apprendre d'avoir également un auditeur ou une téléspectatrice en ligne, le numéro c'est le 25 36 04 04. Vous pouvez également nous écrire sur la plateforme Présimet. Nous vous ferons le plaisir de relire vos messages. Je reviens à M. Menungou qui était au deuxième engagement. Voilà, deuxième engagement. Voilà, donc tenu. Voilà, le deuxième engagement qui a été tenu, c'est
D'accord, il y a Ali qui appelle de Ouaggara. Ali, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Est-ce que je peux avoir votre nom en entier? C'est Ali quoi? Gadiaga. Ali? Gadiaga. Ok, d'accord, Ali Dadiana. Vous nous appelez de Ouagadougou. Quel secteur? De Karpala. D'accord, ok. Karpala, ça peut être le 50 ou le 51. Voilà, vous êtes en ligne. D'accord, merci bien. C'était vraiment pour intervenir par rapport à la gratuité des soins. Oui, la gratuité des soins. En fait, voilà, je pense un peu, je m'explique les personnes, mais bon, on dirait les médecins qui sont un peu contre cette idée-là. Parce que souvent, vous arrivez dans les centres de santé, et les médecins, on dirait qu'ils n'adhèrent pas vraiment à ce projet. Et du coup, ça fait que parfois, vous avez l'impression que les médicaments qui sont là, ils ne veulent pas faire le nécessaire. D'accord. Donc, c'était vraiment pour soulever cette incompréhension. Donc, pour vous, le personnel de soins n'était pas disposé à appliquer la mesure? Voilà. Est-ce que vous avez eu des cas concrets, des exemples? Oui, j'ai eu un exemple parce que je me suis entretenu avec un médecin qui disait que, bon, il a l'impression que le gouvernement ne peut pas y arriver, mais bon, il porte à le faire. D'accord. Donc, du coup, je me dis même que c'est peut-être eux-mêmes, je ne sais pas s'ils n'ont pas été concertés ou bien quoi que ce soit, mais bon, en tout cas, je vois d'un côté, en tout cas, une volonté qui n'est pas adhérée à. D'accord. Merci. Merci, vous pouvez faire comme lui en appelant au 25 36 04 04. Alors vous venez d'écouter Ali qui nous appelle de Karpala. Vous faites la veille citoyenne, monsieur Ouedraogo. Est-ce que vous avez constaté des cas où le personnel soignant n'est vraiment pas disposé à faire appliquer la mesure, donc cet engagement que le chef de l'État a pris et qu'il accomplit avec ce qu'il y a également comme force ou limite dans cet engagement? Est-ce que ça a été véritablement constaté sur le terrain? Personnellement, je n'ai pas eu affaire à une situation pareille où j'ai senti un refus d'un personnel de santé, en tout cas refusé de mettre en application l'engagement pris par les autorités. Cependant, dans le cadre justement de la veille citoyenne, comme vous le relevez, puisque nous procédons à la collecte de données, voilà, des sondages d'opinion, et c'est le citoyen qui s'exprime. Et c'est justement dans le cadre du présimètre, on parvient souvent à donner une note au président. Voilà. Donc, dans le cadre justement des sondages d'opinion, il ressort que... D'accord. Alors, nous rejoignons Koudougou où nous attend M. Yamego Jean-Jacques. Je reviens. M. Yamego, bonsoir. M. Yamego, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Bougouma. Alors, vous nous appelez de Koudougou, vous êtes en direct, nous vous écoutons. Oui, merci pour cette initiative. Merci. J'ai pris l'émission en vol. Oui. Et je ne sais pas ceux qui sont sur le plateau, ils s'expriment en tant que qui, je ne sais pas. Alors, vous avez M. Roger Minungui qui est analyste des politiques publiques à Diakonia. Vous avez M. Dieudonné Ouedraogo, assistant de programme au CGD, le Centre pour la gouvernance démocratique. Ok, d'accord. Merci à ces personnes de ressources qui ont accepté d'accompagner l'émission ce soir. Bon, moi, mon intervention, c'était par rapport à la qualité des soins. Peut-être que, bon, c'est pas bien ciblé par rapport au thème qui est évoqué. Vous parlez de la gratuité des soins. Oui, vous y êtes, oui. Moi, je vais parler de la qualité même des soins au niveau... Oui. Supérieur. Ok. Voilà, au niveau des CHR et des CHU. On a un sérieux problème. Et je prends seulement un exemple. Si je prends l'hôpital de Tengango, il n'y a pas de scanner. Si je prends Yalagdo, personnellement, j'ai vécu des expériences à Yalagdo où je me pose la question si effectivement, à l'heure actuelle, Yalagdo a besoin toujours d'exister.
vraiment c'est très criard. Si je suis là, des parents font venir des taxis de la ville de Ouagadougou pour prendre des patients en traumato qui souffrent déjà de fractures. Il faut les mettre dans des taxis, ce n'est même pas des moyens appropriés pour transporter des malades, pour aller en ville, pour faire des scanners et les ramener à l'hôpital. Vous voyez ce que ça fait? Et de l'autre côté de Tingango, c'est la même chose. À l'heure actuelle, est-ce qu'on peut imaginer des scènes de ce genre à Yalagdo ou à Tingango? Ça, pour ne citer que cela. Bon, la disponibilité aussi de nos praticiens, il y a toujours un problème qu'il faut revoir. Bon, tu pars à l'hôpital, on te dit, tu as besoin d'un docteur, on te dit, il faut 1 mois pour voir le docteur au CHR. Et la minute qui suit, il est disponible dans une clinique. Voilà, que tu peux le voir, moyennant ce que tu dois payer. Bon, ils sont combien sur 10 à pouvoir le faire? Donc, il faut que nos autorités le voient encore et qu'ils prennent vraiment au sérieux la question de la qualité des soins au Burkina Faso. Les populations souffrent. D'accord. Alors, monsieur Yamégo, vous nous appelez de Koudougou. Alors, est-ce que vous avez une question particulière ou bien c'est tout pour ce que vous avez comme intervention? Monsieur Yamégo est parti, donc je disais merci à monsieur Yamégo qui nous appelait de Koudougou. Il dit qu'il a pris l'émission en vol, ça se comprend. Je rappelle pour lui, il me dit qu'il est toujours devant son petit écran. C'est le bilan de la mise en œuvre des engagements du président Roch-Marc Christian Kaboré de 2016 à 2020 et nous étions en train de parler volet par volet, compartiment par compartiment. Vous étiez d'ailleurs en train de parler des engagements sur le plan sécuritaire. Donc, comme il nous a pris en vol, certainement, bon, je me ferai également le devoir de rafraîchir de temps en temps. Mais son intervention est bien tombée parce que ça venait à la suite des interventions dans le domaine de la santé. Qui est aussi une préoccupation majeure compte tenu de ce qui se passe. Donc, je parle également, je sais aussi que ce sont des témoignages de ce qu'il a vécu, mais bon, avec la fonction publique hospitalière, cela vise aussi à recadrer par rapport au comportement aussi des agents de soins pour qu'il y ait toujours un spécialiste même pendant la garde, chose qu'on n'avait pas, mais la fonction publique hospitalière aussi est venue pour réguler tout ça, pour que si quelqu'un choisit le privé, qu'il s'y porte conséquemment, et s'il choisit d'être au niveau du public, qu'il se comporte conséquemment. Bon, comme dans le cas de cette émission, ce n'est pas seulement le seul sujet. Oui. Donc vous étiez au deuxième engagement, c'était pour faire la mise au point pour que M. Yamégo et nous puissions être sur les mêmes longueurs d'onde. Voilà. Alors, vous aviez... Oui, c'est sûr. Alors, M. Koumi Moumouni, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Ouaga. De Ouaga. Quel secteur? Dassasgo. Ok. Vous dites? Dassasgo. Avec les nouveaux découpages, c'est pas évident. Alors, nous vous écoutons. Monsieur, oui, allez-y. Oui, allez-y. Il est là? Oui, je suis là. Oui, nous vous écoutons. Il y a l'écho, en fait. Oui, allez-y. Ok. En fait, oui, bravo pour cette belle émission. Très TV, c'est vraiment une télévision citoyenne. Merci. Bravo aussi à la qualité, aux intervenants, aux panélistes qui sont de très haut niveau de débat. Alors, on parlait de gratuité des soins. Moi, je voulais évoquer, en fait, sous un coup de gueule, le fait qu'il n'y a souvent pas, de centre de santé, ou du moins l'infrastructure est là, et souvent n'est pas fonctionnelle. J'en ai vu, et pour moi c'est un coup de gueule. Peut-être que je peux remonter ça sur une autre tribune, mais je pense que
le président, sur son mandat, gagnerait aussi à revisiter des infrastructures sanitaires qui sont construites, flambant neuves, mais malheureusement pas fonctionnelles. J'en ai vu, j'ai une preuve concrète. Et c'est où vous voulez que je vous dise? Ok, voilà, c'est à Swalaga. Oui. Dans le département de Kando. Dans le département de Kando, ok. Voilà. Une belle infrastructure construite en faveur du 11 décembre. Non réceptionnée, si je ne me trompe pas, à la date d'aujourd'hui. Non fonctionnelle parce qu'il n'y a pas de logement pour le personnel médical quand on sait que c'est un village, voilà. Et l'infrastructure est flambant neuve, avec des incinérateurs, avec un forage, maternité, vraiment, je vous dis, flambant neuf et non fonctionnel. D'accord. Alors, voilà, donc c'est en même temps un coup de gueule. Je sais que peut-être qu'il en existe un peu partout dans le Burkina, mais en tout cas, pour ce que je vous dis, c'est vrai, et je voulais interpeller par cette tribune-là, je voulais interpeller, voilà, qui de droit. Et merci pour cette émission. Merci beaucoup. Alors, merci. Vous pouvez également appeler au 25 36 04 04 pour prendre part à cette émission. Alors, à ce rythme, est-ce que vous allez pouvoir finir avec les engagements? On revient à M. Minungou, mais c'est un coup de gueule qui est pertinent. Voilà, tout à fait. Oui, parce que c'est aussi bien la qualité des soins que la disponibilité des soins et la disponibilité des agents. Voilà. Et bon, quand on dit des soins, il y a les agents, parce que les choses sont liées. On ne peut pas avoir des soins de qualité si le plateau technique est défaillant ou inexistant, si les agents de santé ne sont pas qualifiés et performants, et si les consommables, tout ce qui est vrai, sont manquants. Et ce que M. Komi vient de dire, c'est vrai, dans les sorties terrain, on en constate. On voit des bâtiments qui sont arrêtés, on demande oui, mais on dit oui, c'est achevé, on attend une cérémonie. Voilà, c'est comme si au Burkina nous aimons les cérémonies pour aller inaugurer un bâtiment alors que la population en a besoin pour s'en servir. On laisse le bâtiment pendant 6 mois, 7 mois, une année. Et on a des agents de santé, au lieu de les déployer à ce niveau, parce qu'on en attend la cérémonie officielle. On attend la cérémonie officielle. C'est-à-dire que le parrain n'est pas disponible. Oui, voilà. Donc, on l'a constaté, et on a aussi noté que pendant, il y a eu beaucoup d'inaugurations d'infrastructures à l'approche de la période électorale. Donc, est-ce que c'était une forme de communication pour appâter davantage l'électorat ou pas? Oui. Donc, il faut, nous semble-t-il, dissocier l'action politique d'avec l'action vraiment pertinente qui valorise ou qui profite à la population. Parce que les soins de santé ou l'éducation, on n'a forcément pas besoin de faire tout un cérémonial pour dire qu'on peut piquer des gens dedans. D'accord. Alors, M. Minungou, nous allons vous permettre de revenir maintenant à l'engagement numéro 2 qui a été tenu. Oui, sécurité. Nous allons vous demander d'aller vite parce qu'il y a les autres secrets qui attendent. Oui. Voilà, allez-y. Donc, c'est vraiment la révision du concept de la police de proximité qui avait été déjà, disons, consacré. Alassane Guiro qui nous appelle de Koudougou, à un moment donné, nous serons obligés peut-être. Alassane, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous nous appelez de Koudougou. Oui. Allez-y, vous êtes en direct, nous vous écoutons. Oui, il y a même pas le problème. Ok, allez-y. Voilà, donc bon, moi, je voulais participer à l'émission là. Oui, vous y êtes déjà. Voilà, parce que moi je suis à Koudougou, mais précisément à Ramongo. À Ramongo, ok. Voilà, mais bon, depuis je suis là-bas au moins sur une année. Oui. Voilà, mais moi je travaille particulièrement au niveau du péage. Ok, le péage. Mais je suis venu là-bas, je sers au moins 7 ans là-bas. Mais moi-même, je dors particulièrement 1 an à Ramongo, mais apparemment, au niveau du dispensaire, là, il n'y a même pas d'électricité. Voilà. Il n'y a pas de? Il n'y a pas d'électricité. D'accord, ok. Voilà, le dispensaire là est noir. Voilà, et puis Guatité là aussi, bon, je peux dire même que quand on parle, même que ce soit au niveau du CHR ou du moins au niveau de quoi que ce soit, c'est les paracétamol, tout. Bon, en réalité, et puis le recrutement au niveau même, quand le président a dit qu'il veut faire quoi là-haut. On ne connaît pas, quand ils ouvrent même les écoles privées là,
Et pourquoi ne pas faire au moins les recrutements là, beaucoup, pour que au moins ceux qui ont fini de faire les formations, ils sont là assis. Quand on peut faire le recrutement pour une année, le nombre là 40, 50, 100. Bon, moi je vois que c'est pas bien de faire ça. Voilà. Et puis beaucoup de dispensaires là même, c'est même pas clôturé. Là où moi je parle là même, il n'y a même pas une clôture. Voilà. D'accord. Merci beaucoup pour votre contribution. Donc, Ramongo, c'est... ça. D'accord. Côté sécuritaire aussi, même chose. Quand c'est noir là, on est exposé à tout. Voilà. Merci. D'accord. Voilà. Et bonne suite. Ramongo, c'est dans le Burkindé, le centre de santé. Dans le Burkindé, précisément dans le Burkindé, après 15 km de Koudgou. Oui, en passant sur l'axe Koudgou-Ouaga en passant par Poix. Voilà, centre-ouest. D'accord. Donc, à Ramongo, le centre de santé n'a pas d'électricité. C'est sa préoccupation parce que ça joue sur la qualité des soins, mais aussi sur la sécurité de ceux qui sont sur les lieux. Alors, vous allez aller très rapidement. On ne pourra pas rentrer dans les détails par rapport aux engagements. Vous allez citer les engagements qui ont été tenus pour qu'on puisse passer à un autre gros morceau des engagements du président. Oui, le troisième engagement tenu, c'est l'organisation du Forum national sur la sécurité. Oui. Et cela a été acté depuis 2017 et le forum a produit des recommandations. Et donc, justement, certaines des recommandations tendaient à dire qu'il fallait avoir une politique de sécurité intérieure et autres. Donc, la mise en œuvre de ces recommandations qui tardent à venir fait que, bon, même si l'engagement a été tenu, il y a encore des aspects à améliorer pour son effectivité. Il y a également l'engagement qui visait à mettre en place un organe de coordination des forces de sécurité qui a été acté depuis mai 2017. Donc, voilà un peu, et je suis déjà à combien ? À 4. Voilà. Il y a par exemple, pour peut-être aller vite, l'engagement qui n'a pas été réalisé. On a parlé par exemple de l'affirmation de la place et du rôle constitutionnel de l'armée. Alors, cela n'a pas encore été acté parce que le projet de constitution de la 5e République n'a pas encore été adopté. Et on se demande, est-ce que le projet va être adopté suivant les formulations qui ont été faites et en conservant et les aspects tels que mentionnés. Donc il faut une veille pour s'assurer que les choses se passent bien. Il y a par exemple la définition d'une politique et d'une stratégie nationale de sécurité intérieure. J'ai parlé tantôt de cela. On a remis le document au chef de l'État, mais pour le moment, cette politique n'est pas véritablement adoptée. Donc il ne suffit pas d'avoir un document, il faut qu'il soit validé et qu'il soit opérationnalisé. Il y a également la révision de la politique nationale de la défense. Ça a été aussi fait, mais voilà. Donc on parcourt un bout de chemin. C'est comme si on met un peu aux oubliettes en attendant un moment favorable ou bien voilà, qu'on bouscule pour revenir à la charge. Donc voilà un peu un bilan, par exemple, des engagements sur la sécurité et la défense, et conformément aux engagements pris par le président. Nous notons que sur ce volet, le chef de l'État a respecté 6 engagements sur les 11 qu'il a pris. Alors nous allons évoluer également dans le domaine, mais cette fois-ci on va revenir au social. Vous voyez que la question de santé occupe également une bonne place. Il y avait là 24 engagements qui avaient été pris dans le domaine de la santé. Je rappelle que cette émission est une tribune de bilan de la mise en œuvre des engagements du président Roch Marc Christian Kaboré de 2016 à 2020. Nous venons de laguer la question sécuritaire. Sur le plan de la santé, il y a 24 engagements qui avaient été pris. Il y a combien qui ont pu être respectés? Est-ce que vous avez pu faire un bilan à ce niveau? Alors, en juin, nous avions fait un bilan, mais à la date du 31 décembre, nous n'avons pas, jusqu'à l'heure où je vous parle, nous ne disposons pas des données actualisées. D'accord. Parce que, je prends M. Badolo Yacouba qui nous appelle. Bonsoir, M. Badolo. Oui, bonsoir, M. Bougouin. Alors, vous êtes à l'émission, vous nous appelez d'où? J'appelle actuellement de Koudgou. De Koudgou, ok. Vous êtes je voudrais participer à l'émission. Merci, vous êtes en direct, vous pouvez aller. Merci beaucoup pour la parole donnée. Oui. Par rapport à la politique définie, pour dire qu'il y a beaucoup de failles actuellement. Moi je connais un peu le système. Et ici, vers la frontière
du Mali vers la Kossi. Actuellement, je suis à Koudou. Alors, par rapport à cette politique-là, il faut dire que il y a vraiment le problème avec la gratuité des soins. C'est là? La gratuité des soins. La gratuité des soins. Voilà. Le système a tellement vidé les dépôts pharmaceutiques et qu'il n'y a même pas actuellement de produits pour servir la population. Et les parents, ils viennent, absolument ils n'ont rien, c'est les structures privées qui en profitent, quoi. La gratuité n'arrive même pas les populations vulnérables. Voilà, c'est-à-dire que le paracétamol qui est là, et quand les parents arrivent, bon, c'est ça seulement qu'on leur donne. Mais maintenant, ceux qui sont à côté, qui sont dans les pharmaceutiques privées, et bon, quand ça des prescriptions, qui dirigent vers les structures privées. D'accord. Donc, le système actuellement, le gouvernement n'arrive pas à rembourser les frais rapidement. Il faut au moins 4 mois, 5 mois, pour dire une année après, pouvoir rembourser. Et ce qui fait que le système, ça tourne très, 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 très mal. D'accord. Donc, pour rembourser les frais qui ont été engagés dans le cadre de la gratuité. Voilà. D'accord. Ok. Et bon, je vais appeler le monsieur qui est un peu à votre gauche. Monsieur Menungu. Voilà, monsieur Menungu qui parle des infrastructures de l'État. Il faut attendre des activités pour pouvoir ouvrir. Franchement, c'est vraiment désolant, mais il faut qu'on en parle parce qu'actuellement, il y a des bâtiments d'État qui sont là. Voilà. On ne peut même pas loger même les gens de santé. Et quand on te loge là-bas au moins 2 mois, 3 mois, on te refuse même de te donner le non-logement. Mais pourquoi on ne peut pas loger? On ne peut pas loger parce qu'on n'a pas organisé une fête pour voilà. Ce n'est pas encore inauguré, ils n'ont pas encore coupé le ruban. Voilà. Alors, on ne peut pas loger parce que le parrain n'est pas encore disponible, il faut l'attendre. Et il faut l'attendre. D'accord. Donc, voilà, le bâtiment est là, c'est des chauves-souris qui vont prendre habitation là-bas. Et en fin de compte, le bâtiment va se dégrader. D'accord. Le bâtiment va se dégrader et bon, actuellement, on a réuni les structures de santé là, aux communes. Les communes n'arrivent même pas à réparer les structures sanitaires, les bâtiments. D'accord. Alors, monsieur Badolo, nous vous aurons compris. Nous sommes obligés de vous interrompre parce qu'il y a d'autres téléspectateurs qui vous attendent. Merci pour la contribution, on l'aura compris. Il faut également faire rapidement ces inaugurations, même s'il faut réceptionner avant de venir inaugurer après, pour que, bon, comme il dit, à un moment donné, quand le bâtiment n'est pas utilisé, après il faut entretenir, il faut nettoyer, et puis bon, ça demande également d'autres coups de peinture, parce que si les choses souriantes, le décor change. Oui. Alors, je disais que quand on regarde au niveau de la plateforme Président que j'ai sous mes yeux, dans le domaine de la santé, le chef de l'État avait pris 24 engagements. Vous dites que vous avez fait un premier bilan en juin 2020. Maintenant, vous n'avez pas le dernier bilan par rapport au respect des engagements qui ont été pris. Il y a 24 engagements. 24 engagements et en juin, on avait une dizaine d'engagements réalisés. Sur les 24. Voilà. Et l'un des engagements justement phare qui revient, comme vous le constatez vous-même, c'est la gratuité des soins, et qui a été acté en avril et avec une phase pilote jusqu'en juin et après un passage à l'échelle à la fin de l'année. Mais on nous note, parce que quand nous faisons le suivi et comme nous l'avons dit, au-delà de voir que l'engagement a été acté, on regarde l'efficacité et la pertinence et l'effet que ça produit. Okay. Et nos sorties, par exemple, ont montré effectivement, comme les téléspectateurs le disent, qu'il y a énormément de difficultés liées, par exemple, à l'approvisionnement des dépôts des dépôts de médicaments essentiels génériques. Exactement. Oui. Et pourquoi? Parce qu'en réalité, quand nous avons approché les acteurs, nous avons compris que dès le démarrage, on avait fait un prépositionnement des fonds pour permettre aux formations sanitaires de pouvoir fonctionner correctement. Malheureusement, dès qu'on a généralisé, on a changé la formule qui consiste à dire aux formations... Une minute, il y a M. Bambara qui est en ligne. M. Bambara, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous nous appelez d'où, M. Bambara? Ouagadougou. Donc, quel secteur?
Secteur 11, allez-y, vous êtes en direct. Oui, bonsoir. Je vous appelle de Ouagadougou. Oui, vous êtes en direct, nous vous écoutons. Ok, voilà. On est en train de parler des engagements du président. Allô? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Nous parlons de l'engagement du président. Voilà, les engagements du président. Oui. Voilà, maintenant, c'est que... Voilà, on l'a perdu. Monsieur Bambara qui nous appelait du secteur 11, on l'a perdu. Nous allons revenir. Donc, très rapidement, sur le domaine de la santé, vous étiez en train de conclure que les ruptures sont plus ou moins liées à la démarche suivie. On est passé d'une politique de prépositionnement de fonds pour permettre aux formations sanitaires de mettre de façon efficace en œuvre la politique vers un mécanisme de remboursement. Ce qui fait que les dépôts mais qui n'arrivent pas à générer les fonds sont obligés de travailler sous perfusion, entre guillemets. C'est-à-dire ils vont commander leurs produits. Ils vont attendre près de 6 mois avant d'être remboursés et encore, on ne rembourse pas la totalité des fonds dépensés, on fait des réductions et ça grippe la chaîne. Alors, on ne peut pas faire une bonne politique de gratuité des soins en ayant des insuffisances pareilles dans le système. En même temps, on ne peut pas faire une bonne politique de gratuité des soins lorsque la qualité n'y est pas. Parce que quand on va, le détenteur de droit va à la formation sanitaire et pour toute maladie, on te sert le paracétamol, ça joue d'abord dans le subconscient. En tout cas, c'est devenu pratiquement le produit le plus connu. Exactement. Et ça pose problème. D'accord. Alors, je rappelle que vous pouvez appeler au 25 36 04 04 pour participer à cette émission. Vous pouvez également nous écrire sur la plateforme Présimètre. Nous allons lire votre message ou bien votre question. Alors cette émission passe également sur la radio Watt FM. Le code d'accès, c'est 100.8, la radio Watt FM qui émet depuis Ouagadougou. Vous pouvez également nous suivre sur TVC en direct sur l'application, mais aussi sur l'application de la radio. Il y a M. Sow qui est en direct. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, la famille. Oui, ça va et chez vous? Oui, ça va très bien. Dieu bénisse le Burkina. Ok, merci. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Ouagadougou. Oui. Au secteur 39. D'accord, allez-y. C'était par rapport à la route nationale numéro 4. Oui. On a fait des lancements, c'est-à-dire c'est la route qui quitte Koupela, Gunguin, oui, à Fadang, Gourmand, frontière Niger. Oui. Voilà, on avait fait les lancements, ça fait 4 mois. Ils avaient dit qu'il y a 3 entreprises qui ont eu le marché, mais jusqu'à présent on ne voit rien. Malheureusement, la route aussi est tellement dégradée que quand vous quittez aujourd'hui à Ouaga à 6 heures, vous serez à Kankari pratiquement vers 18 heures. Maintenant, on se posait la question, si on est oublié ou on ne comprend rien. D'accord, ok. Voilà, on ne voit aucune machine. Chaque fois pour aller là-bas, c'est carrément un calvaire. D'accord. Ouais, c'est un calvaire vraiment. La route est vraiment dégradée. Pourtant, je crois que c'est l'une des seules routes qui mène à 2 frontières. À partir de Fada, on peut aller au Bénin. Cette route aussi est dégradée. Et à partir de là-bas, on peut aller aussi vers le Niger, à Kankari, elle aussi elle est dégradée. D'accord. Voilà, donc ils ont dit que ça a été attribué, il y a eu les lancements, bon, mais jusqu'à présent, on ne voit rien. D'accord. Voilà. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci, vous nous appelez. Bonne soirée à vous aussi. Merci bien. Voilà. Merci, vous pouvez nous joindre au 25 36 04 04. C'est sur Watt FM et c'est sur également la télévision Free TV. Il y a aussi les plateformes web qui existent. Donc, il y a une application Watt FM et une application Free TV qui donne ouverture sur le site internet des 2 médias aussi. Vous pouvez nous écrire sur à partir la plateforme de l'initiative Présimètre. Alors, la question de son intervention, l'intervention de M. Sow ouvre aussi la brèche pour que je vous pose la question de savoir est-ce que les questions d'infrastructure sont regroupées dans un lot d'engagement? Ah oui, et l'infrastructure routière. Exactement. Dans le cadre du programme Présimètre, nous n'avons pas fait
spécifiquement un suivi de ce volet. Mais cela également faisait partie des engagements du président, le désenclavement et la réalisation d'infrastructures routières. Et moi-même qui vous parle, j'étais sur cette voie le week-end dernier et j'ai vu effectivement tout le calvaire. Mais je me suis posé aussi la question, pourquoi depuis le lancement, je n'ai même pas vu un bulldozer à proximité de la voie. D'accord, vous confirmez les propos de M. So. Nous allons directement dans la cité de Nabakango. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous êtes. Oui, bonsoir. Vous nous appelez depuis Waïguéa? Oui, allô? Oui, allô, vous êtes en direct, monsieur. Ok, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. C'est monsieur? Oui, j'appelle de Waïguéa, je suis monsieur Zraou Mamoudou. Ok, oui. Oui. Ok, et moi j'appelais par rapport à l'ONEA. Oui. Et bon, je ne sais pas si la promesse du président Zéro Corvée 2 là, oui. Bon, Waïgué faisait partie ou pas. Le Zéro Corvée 2, c'est à l'échelle nationale, c'est tout le Burkina. Je me rappelle qu'il y a eu un 8 mars où une des dames de Waïgué a eu à poser la question au président directement. Ah d'accord, ok. Donc la dame a eu à poser la question au président, à savoir à quel niveau le projet se trouvait. Et je me rappelle que le président l'avait répondu comme quoi le projet, au niveau de ce projet-là, on devrait faire un financement annexe. Ou bien, bon, je ne sais pas c'est quel genre de financement qu'il fallait faire. Toujours est-il qu'il fallait encore trouver de l'argent pour pouvoir aboutir au projet. Bon, maintenant, jusque-là, à Waïgué, tout le monde souffre par rapport à ça. D'accord. Ok, c'est un engagement en tout cas qui a été, voilà, merci. Cet engagement Zéro Corvée 2, c'est clair qu'il n'est pas atteint. Voilà, donc vous dites que les questions d'infrastructure routière, de désenclavement n'ont pas été regroupées dans un lot d'engagement, mais en même temps sa question renvoie aux questions d'eau, hygiène et assainissement où le chef de l'État avait pris 12 engagements. Exactement. Alors 12 engagements, est-ce qu'on peut avoir une idée de ce qui a été atteint en ce qui concerne les 12 engagements? Alors, vous avez pu faire un bilan à ce niveau? Oui. Alors sur la question de l'eau et l'assainissement, les 12 engagements pris par le président, on peut quand même noter qu'il y a eu beaucoup d'engagements dans le domaine qui ont été réalisés, mais avec beaucoup également d'insuffisance. Vous voyez déjà qu'on vous parle de Zéro Corvée d'eau qui n'est pas atteint, et je vous expliquais que même la promesse du président qui visait à atteindre 100% d'accès à l'eau potable a été révisée, sinon réduite, pour les alliés aux ODD. Et ensuite, sur le plan programmatique, cela aussi a été réduit. Donc ça montre un peu, comme je le disais, une incohérence, mais aussi l'absence d'ambition. Et ça fait aussi voir que les politiques qui sont développées ne sont pas suffisamment solides pour permettre d'assurer à tous les citoyens burkinabés un accès à l'eau potable et de l'eau même de qualité. Et quand on va prendre par exemple la réalisation des forages, on a dépassé largement le nombre de forages prévus. Donc sur le plan de forage, c'est largement dépassé. C'est largement dépassé. Maintenant, il y a d'autres questions qui s'adjoignent. Parce que parfois, on dit oui, et justement, quand vous regardez, vous allez voir que les chiffres, les statistiques varient. Parce que, par exemple, le ministère de l'eau et de l'assainissement fait ses comptabilisations suivant une périodicité et avec des critères. Et vous allez voir en même temps que peut-être le bureau chargé du suivi des engagements du président, qui fait un autre suivi, il va vous donner d'autres statistiques. Parce que pendant que nous sommes en train de parler d'un taux d'accès de 76% à l'eau potable, au niveau du bureau du suivi des engagement, on est pratiquement à plus de 90%. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes à quel niveau? Alors nous sommes effectivement à 74-75% de taux de réalisation d'accès à l'eau potable. Et à combien par rapport aux 12 engagements qui ont été pris, combien ont été respectés? Par rapport aux 12 engagements qui ont été pris, on a 8 engagements qui ont été réalisés. Mais comme je l'ai dit, c'est avec des insatisfactions. Parce que ce n'est pas de façon véritablement efficace et ça ne permet pas aux populations d'atteindre
rendre effectivement la jouissance effective de leurs droits. D'accord. Merci bien. Alors, monsieur Ouedraogo, que vous observez bien, les intervenants ne sont pas contents, des engagements ont été pris mais n'ont pas été respectés. D'autres ont commencé à être mis en œuvre et rapidement la réalité du terrain a rattrapé. Alors, nous sommes curieux de savoir comment est-ce qu'on prend des engagements et après l'application pose problème. Est-ce qu'on n'a pas suffisamment mûri les choses ou pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à tenir ces engagements dans ce contexte burkinabé? Est-ce qu'il y a une explication que vous avez pu avoir à l'échelle du terrain? Merci beaucoup pour cette question. Il faut partir même de l'origine du PNDS. C'est vrai, c'est un référentiel national de développement. Alors, il y a M. Traoré qu'on avait perdu qui revient. M. Traoré, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui. Bonne arrivée. Oui. Bon retour. Voilà, je m'excuse parce que je sais qu'il y a beaucoup de lutteurs. Oui, allez-y. Mais je voulais intervenir avec une infime sagesse. Oui. Oui. C'est peut-être la suprématie a toujours une grandeur qui fait que souvent la mise en place de certaines choses ne peut pas marcher. Et moi j'allais aimer qu'ils sondent un peu jusqu'aux profondes provinces et des communes pour voir ce qui va avec la population. Voilà, parce que quand on parle de plan sécuritaire, on a parlé de police de proximité depuis 2017 ou bien c'est 2016. Oui. Oui, les villages ont installé les polices de proximité et ils avaient demandé à ce qu'un agent ou un militaire ou gendarme, policier vienne les assister à chaque mois. Et cela n'a jamais vu le jour jusqu'aujourd'hui. Et même au moment où je vous parle, dans notre village, il n'y a plus cette police de proximité, alors que nous sommes dans une zone rouge. Oui, je vous êtes dans la COSI. Voilà. Donc nous sommes encore plus propulsés vers l'ouest de la province. Okay. Qui est frontalier du pays voisin. D'accord, nous on vous aura compris, on a compris votre préoccupation. C'est le retour effectif de la police. Je remercie votre initiative parce que ça peut amener beaucoup de choses au pays. Merci bien. Merci M. Traoré. Alors, on l'aura compris, donc il plaide pour le retour de la police de proximité dans leur localité. Alors, je reviens avec vous par rapport, au respect, au non-respect des engagements. Voilà, donc je disais que le PNDS c'est un référentiel national élaboré à la suite des promesses de campagne et de l'élection du président Roch Kaboré. Et vous avez suivi au départ avec la nomination du premier ministre qui a été acteur justement de ce PNDS avec la conférence de Paris pour mobiliser les milliards, les milliards justement pour soutenir. Parce qu'on est parti, on n'a pas évalué nous notre potentialité, combien nous on a comme moyen pour financer. On est allé du principe que nous avons un nouveau gouvernement, nous avons un nouveau exécutif. Allons-y auprès des partenaires internationaux pour voir comment ils sont disponibles à accompagner un pays comme le Burkina Faso qui vient présenter un référentiel PNDS. Il y a eu des promesses, mais ces promesses ne sont pas forcément suivies de réalisation aussi. Et même ceux qui ont fait des promesses claires et qui savent que ça va aboutir, il y a aussi la longueur, le temps que ça met pour formaliser un accord de prêt ou un accord de don. Voilà, il y a tout cela. Pourtant, on était déjà dans la phase opérationnelle. On a promis, on fera cela. Et derrière, les moyens n'ont pas suivi. Donc, je pense que cela fait partie. Nous irons à Bourmo où nous attend M. Sawadogo Issa. Bonsoir, M. Sawadogo. C'est au programme des ASBC là. Oui. Ça fait une année qu'on ne nous paye pas. Quel programme? Oui, les ASBC, les agents de santé à base communautaire. Oh, oui. Jusqu'à présent, donc ils ont mis ça en œuvre, mais ils ne satisfont pas, je ne sais pas le problème. Ça fait une année que vous n'êtes pas payé. Oui.
D'accord, ok. Merci, c'est une interpellation. Je voudrais savoir aussi le problème. D'accord. C'est une interpellation que nous notons. Après, nous verrons si M. Minouan a entendu parler et de quoi est-ce que nous ça retourne. Merci bien à M. Saodogo qui nous appelait depuis Boromo. Alors, M. Ouedraogo, voilà. Donc, il y a le fait que voilà, les promesses de financement ne sont pas arrivées à temps ou ne sont même pas arrivées, qui peut être une des raisons qui a justifié ce revirement-là, empêchant la réalisation des engagements. Autre chose aussi, c'est la manière aussi d'élaboration de la politique nationale de développement économique et social. Il faut savoir que le document, on a fini d'élaborer le document avant de descendre sur le terrain pour son appropriation, sa présentation dans toutes les régions. Vous avez suivi les responsables à l'époque qui ont fait le tour des régions et même dans certains pays pour présenter l'instrument. Pourtant, nous sommes dans une phase où on parle de gouvernance participative. En fait, la démarche pourrait être autrement. On a expérimenté le PAS, programme d'ajustement structurel. On a expérimenté la SCAD, stratégie de croissance accélérée pour le développement durable. Et tout ça, ce sont des instruments qui ont été élaborés de la même manière. Ça veut dire, c'est un laboratoire, ce sont des experts qui se réunissent, qui disent oui, les Burkinabés ont besoin de ça. Pourtant, actuellement, après avoir expérimenté autant de référentiels que ça n'a pas forcément marché, c'était d'inverser la procédure. On part sur le terrain, qu'avons-nous besoin? Qu'avons-nous comme potentialité? Qu'avons-nous comme opportunité? Qu'avons-nous comme moyen? Et en répondant à ces questions, commune par commune, on essaiera justement de recenser. Voici le besoin des Burkinabés, voici ce que les Burkinabés ont comme besoin, et voici ce que les Burkinabés ont comme moyen, voici ce qui nous manque. Et donc, sur la base, ça peut même être une participation citoyenne. Sur la base de ce qu'on a comme moyen, on part maintenant pour chercher le gap, ce qui manque pour compléter à la réalisation de... Mais ça n'a pas été comme ça. Donc, toutes ces raisons, pour moi, ont contribué à ralentir ou à empêcher la réalisation de ces engagements. Quand on voit les citoyens, les téléspectateurs qui posent beaucoup de questions sur le volet social, j'aurais bien aimé que les responsables du PNDS soient là pour souvent répondre à certaines questions pratiques. Parce que par moment, on vous donne des statistiques, on vous donne des informations pour dire oui, on a réalisé cela, on a réalisé cela. Pourtant, la réalité du terrain est tout autre. Voilà, il parlait tantôt des forages. Vous savez, il y a une comptabilité au niveau des forages et une durée de vie. Maintenant, on arrive, on comptabilise tout ça, on dit ça fait partie de nos réalisations. Pourtant, en un an après, le forage a atteint sa durée de vie. Normalement, on devait être déclassé. Donc, si réellement on va procéder même au déclassement, on se rendra compte que ce taux de 74% dont M. Minouo faisait cas, peut-être on n'a même pas atteint ce taux. Donc, il y a un sérieux problème. Le Burkina a besoin de développement. Le Burkina, les citoyens attendent encore. Maintenant, c'est comment nos politiques, c'est comment nos acteurs impliquent les citoyens. Voilà, faire participer les citoyens pour qu'on aille ensemble chercher. Il ne faudrait pas venir avec un bâton magique. Voilà, on connaît tous les réalités de notre pays. Mais il y a aussi des démarches à suivre. Et on devrait changer la gouvernance, la manière de gouverner. On devrait changer la gouvernance. M. Bambara nous revient. Bonsoir, M. Bambara. Bonsoir. Oui, M. Bambara, nous vous écoutons. Oui, je vous écoute. Voilà. Maintenant, je suis à l'écoute parce que j'ai suivi le débat. Oui, M. Bambara, j'ai suivi le débat. Allô? Oui, vous êtes en direct, nous vous écoutons, allez-y. Ok. Voilà, moi c'est Bambara Yam, j'ai suivi le débat. Oui. Puis bon, moi je voudrais amener mon apport. Parce qu'on a parlé de gouvernance participative. Maintenant, dans la gouvernance participative, là, les gens ont toujours réclamé. Maintenant, dans cette réclamation, qu'est-ce que la population fait? Quel apport nous fait pour aider ce gouvernement-là? Maintenant, si on veut toujours réclamer, ça va nous aboutir à quoi? Il faut que les gens se mettent dans la tête comme on ne doit pas toujours réclamer. On doit aussi se mettre la main dans la pâte. Même les paysans des derniers villages doivent se dire que le développement de ce pays-là nous concerne. Voilà. Maintenant, comme ça nous concerne,
nous, on va faire comment pour développer ce pays-là? On ne va pas attendre tout du gouvernement. Il y a des gens qui ont des milliards qui peuvent proposer des projets pour aider ce pays. Maintenant, tous les jours, on dit que l'État n'a pas fait ça. Mais nous, on a fait quoi? D'accord, ok. Le développement citoyen. Monsieur Bambara. Nous devons rentrer dans le développement citoyen. Voilà. J'appelle tous les Burkinabés à rentrer dans le développement citoyen. D'accord. Je vous remercie. Merci, monsieur Bambara, on aura compris. Vous insistez sur la responsabilité du citoyen. Alors, on ne cessera jamais de le dire. D'ailleurs, en début d'émission, vous l'avez dit, la responsabilité du citoyen est pleine et entière dans l'atteinte également des objectifs et dans un certain nombre de choses, notamment dans la question de l'assainissement. Voilà, ce n'est pas un ministre ou bien un député ou un élu qui viendra balayer devant la porte de chacun. Donc, il y a aussi ce minimum de travail à faire et après il faut faciliter aussi l'acheminement des déchets. On en a parlé. Monsieur Bambara, alors, donc je reste à vous par rapport, vous étiez en train de donner les limites, les choses qui ont fait que c'est très difficile d'atteindre les résultats, de remplir les engagements. Un bailleur a fait l'engagement de venir pour aider à remplir tel engagement, il n'a pas pu venir. Bon, on constate des choses restent en l'état, ce n'est pas fait. Et puis aussi, il y a la méthodologie. Alors, est-ce qu'il y a une autre limite que vous avez décidé que vous voulez ajouter? En termes de limites, haute limite, personnellement, c'est aussi, il faut dire, l'implication de tout un chacun. L'autorité est chargée même d'implémenter la politique. Voilà. En fait, c'est confié à un secrétariat permanent qui a été mis en place et pour suivre ou pour en tout cas contribuer à la réalisation. Mais c'est comme si c'est une entité, à un moment donné, une entité à part qui conduit qui s'intéresse à ce que le PNDS soit vaille réaliser. C'est comme si quelqu'un qui défend son poste ou quelqu'un qui défend une réalisation. Voyez-vous? Donc, il n'y a pas eu forcément une grande mobilisation, peut-être due à l'incompréhension du PNDS par l'ensemble des acteurs qui devraient participer à sa mise en œuvre. Donc, peut-être aussi, il y a cela. L'incompréhension du PNDS faisait aussi partie des limites ou des obstacles qui ont entraîné la non-réalisation d'un certain nombre d'engagements. D'accord, ok. Merci. Alors, monsieur Minungou, dans le domaine de la sécurité alimentaire, il y avait 7 engagements. Alors, est-ce que ces 7 engagements ont pu être tenus? Alors, encore une fois, la réalisation est mi-figue, mi-raisin. On n'a pas pu réaliser tous les engagements. On a autour de 4 engagements seulement qui ont été tenus. Dans le domaine de l'hygiène et la sécurité alimentaire. Et dans le domaine de la formation des jeunes, il n'y avait que 4. Il n'y avait que 4. Et quand on analyse, on a véritablement 2 qui sont réalisés. Ah oui, 2 sur 4. Oui. Par exemple, quoi par exemple? Oui. Quand vous allez voir, on vous parle de la réforme institutionnelle même de l'approche et pour la formation et l'emploi des jeunes. Mais quand vous prenez cela, en termes d'analyse, on se rend compte que oui, il y a eu des efforts de regrouper les fonds, par exemple, au profit des jeunes, mais l'efficacité pose problème. Moi qui vous parle, j'ai un petit frère qui a par exemple postulé pour les financements jeunes depuis 2017, mais il n'a eu ses fonds qu'en 2020. Comment ça peut s'expliquer dans un état normal qui veut vraiment travailler sérieusement? Voilà. On prend des fonds, on donne à des gens qui parfois n'ont pas envie de réaliser des actions pour devenir effectivement, comme on aime l'appeler, des entrepreneurs. Il faut peut-être revoir tous les mécanismes. Et la prolifération des fonds finit par faire confusion. On ne sait plus, est-ce que c'est une subvention, est-ce que c'est un prêt? Voilà. D'accord. Il y a aussi au niveau de la promotion de l'environnement 5 engagements qui avaient été pris. Quel est l'état du respect des engagements à ce niveau? Encore une fois, c'est insuffisant. On est à 3. Voilà. 3 sur 5. Et la promotion de la femme, là, on est à 6 engagements. On est à 6 engagements. Alors, et la particularité, par exemple, des engagements au niveau de la promotion de la femme, il y a plusieurs sous-engagements à l'intérieur. Ce qui fait que quand on analyse, à la fin, on se demande, faut-il dire que l'engagement était tenu ou pas? Parce que c'est très partiel.
Et je donne un exemple. Quand on dit promouvoir l'autonomisation économique de la femme, à l'intérieur, vous avez la mesure qui visait à ramener les financements au FARF. Donc il y a des sous-engagements à l'intérieur, ce qui fait que ça complexifie. Mais néanmoins, on note qu'il y a eu des efforts qui ont été faits et il faut quand même renforcer et revoir un peu la méthode, parce que ça complexifie les approches. D'accord. Et ça ne rend pas efficace la mise en œuvre. Alors le référentiel qui va conduire de 2021 à 2025 est en pleine rédaction. Monsieur Ouedraogo, est-ce que vous attendiez à ce qu'il y ait de l'amélioration dans l'approche ou dans le contenu, ou par rapport à un certain nombre d'engagements qui n'ont pas été pris en compte et qu'on pourrait reconduire? Oui, je pense que on a... Je le dis parce qu'on ne va plus prendre le téléphone et nous sommes pratiquement vers la fin de l'émission. Il nous reste que quelques minutes. Oui. Donc nous allons revenir pour se centrer. Okay. Alors oui, on a soulevé tout à l'heure des insuffisances ou des obstacles, en tout cas selon nous, qui ont sans doute contribué à la non-réalisation des engagements. Je disais tantôt que si le PNDS, les responsables du PNDS étaient là, on allait encore plus davantage d'informations sur ce qui a manqué. Voilà. Mais pour le nouveau référentiel justement en cours d'élaboration, bon, vous l'avez dit, en cours d'élaboration, les observations qu'on a formulées sont déjà en partie non prises en compte. Parce qu'il y a la poste participative qui est importante. Qui n'est déjà pas là. Voilà, qui n'est déjà pas là. Si donc on est déjà en train de boucler, ou je ne sais pas si c'est le début, forcément on devrait être en train quand même de boucler. Voilà. Et que il n'y a pas eu cette approche participative, je crains fort que l'on retombe encore dans les mêmes travers, dans les mêmes non-réalisations, des engagements beaucoup plus enthousiasmants, des engagements en tout cas qui donnent à réjouir, qui montrent qu'il y a une certaine volonté, il y a une ambition, mais derrière, c'est pas évident que l'on parvienne à sa réalisation. Donc, ça a encore interpellé. C'est vrai que le mandat est déjà lancé et qu'on a forcément besoin d'un référentiel. Maintenant, ce qu'on peut travailler, c'est faire déjà la première année, comme l'engagement, c'est déjà le travail de terrain actuel, c'est promouvoir la réconciliation haute, c'est de travailler derrière à asseoir une bonne politique associant l'ensemble des Burkinabés. Parce que quand vous regardez au niveau de la politique de la décentralisation, actuellement, on insiste à ce que les citoyens participent à l'élaboration des plans communaux de développement. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas faire la même application au niveau de l'État central pour avoir cette brillante participation? Il y a des citoyens qui ont des initiatives. Le PNDS passé, on parlait justement de l'implication de la diaspora. Est-ce qu'aujourd'hui, on a consulté notre diaspora pour voir qu'est-ce que vous, en tant que diaspora, vous pouvez apporter comme innovation dans la gouvernance actuelle? Donc je pense qu'il y a ces consultations qui manquent et qu'il faudrait réellement tenir en compte pour nous permettre d'avoir un document reflétant la volonté des Burkinabés. C'est vrai, le président il est élu par les Burkinabés sur la base des promesses, mais tout cela peut être révisé pour faire un mandat des Burkinabés, parce que c'est nous qui cherchons le développement. D'accord. C'est nous qui cherchons le développement, Monsieur Menungou. Il y a aussi la question qui a été posée sur les agents de santé à base communautaire qui disent qu'ils n'ont pas été, jusqu'à présent ce n'est pas encore payé. Est-ce que vous avez constaté cela? Et comme on va vers la fin de l'émission, c'est aussi en termes de perspective par rapport au nouveau référentiel qui est en train d'être rédigé, et puis les engagements qui sont en cours. Comment est-ce que ce suivi va se faire? Alors effectivement, sur la question des ASBC, déjà en novembre 2019, lors d'une de nos tournées dans la région du Centre-Est, nous avions déjà appris que certains ASBC n'étaient pas, en tout cas, ils ne recevaient pas paiement de façon régulière. Et cela aussi s'est étendu, plus ou moins. Et bon, quand on s'est intéressé à la question, on a dit, bon, c'est des gens qui devaient être payés par Orange Money ou par Mobicash et autres, via les téléphonies mobiles. Alors, mais on se pose la question, mais comment on peut effectivement mettre en œuvre de façon efficace une politique qui a bien été actée à travers le recrutement de près de 18 000 personnes, et après, ils sont laissés comme ça. À la fin, il y avait même le problème de supervision et de suivi de ces ASBC. Donc, ça pose un peu, et je pense, et ça va revenir un peu sur le prochain référentiel, ça pose un peu le problème de
l'insuffisance d'études solides préalables pour mettre en œuvre efficacement nos politiques. D'accord. Alors nous espérons que dans le référentiel qui est en train d'être rédigé, on aura cette étude préalable et pertinente pour qu'on puisse avoir quelque chose d'assez potable pour que les engagements puissent être retenus. Alors je vois que sur 30 engagements ont été réalisés, 55 sont en cours de réalisation. Est-ce que vous avez eu la garantie que les 55 qui sont en cours de réalisation ne vont pas être abandonnés? Alors, c'est là toute la question qui se pose, parce que nous sommes effectivement en fin de, disons, programme phase 1 Présimètre, qui a consisté à faire le suivi de ces 85 engagements. Et sur les 85 engagements, comme vous l'avez dit, il y a une trentaine qui a été effectivement réalisée. Les autres, en principe, c'est en cours, mais comme nous sommes à la fin, ce n'est plus en cours, mais ce n'est pas réalisé de façon effective. Donc, c'est sûr qu'il y a d'autres également qui sont abandonnés parce que 30 plus 55, ça fait 85. Exactement. C'est-à-dire, il y en a qui, à un moment donné, peut-être ont été abandonnés en cours de chemin. Mais notre plaidoyer était de dire il y a des engagements qui ont encore leur importance et leur pertinence si ces engagements sont redimensionnés et mis en œuvre de façon efficace. D'accord. Alors, je reste avec vous. Ce n'est pas pour vous interrompre, mais bon, on est presque pas à la fin de l'émission parce qu'il y en a aussi qui se posent la question par rapport à Présimètre. L'initiative s'arrête avec le premier mandat ou il va continuer en termes de perspective? Alors, le Présimètre a bénéficié donc de l'appui financier de l'ambassade de Suède, l'Union européenne et le bureau de la coopération suisse au Burkina Faso. Et avec ses partenaires, nous nous sommes engagés à voir quelles sont les perspectives, parce que le travail disons, pour asseoir la culture de la démocratie et du suivi citoyen, en même temps la redevabilité, ne doit pas s'arrêter. On a fait une expérience qui mérite d'être fortifiée et confortée pour que ça devienne maintenant une culture, une routine. D'accord. Merci, M. Ouedraogo. Ça va être votre mot de fin. C'est quel espoir par rapport aux engagements qui sont restés en chemin, qui sont en cours, pardon. Est-ce qu'on aura espoir que ça va se terminer ou bien ça va être reporté dans le mandat à venir, et puis bon, ça va être la fin de cette émission? Je nourris l'espoir. Cependant, toute la question, c'est l'équipe chargée de la mise en œuvre de ces engagements. Quand même, on dit que c'est en cours, mais c'est aussi c'est un principe de continuité de l'État. Voilà, il ne faudrait pas engager. C'est un investissement qu'on a déjà fait. On a déjà engagé des finances publiques. Les abandonner, c'est une perte, c'est un investissement à perte, et je crois que des responsabilités devraient être situées à ce niveau. Donc, je crois que s'inscrivant dans ce qu'on appelle la continuité de l'État, la continuité du service public, je crois que ce sont des engagements entrepris et ils sont en cours. Il faudrait donc travailler justement à ce qu'ils aboutissent. Voilà, à ce qu'ils aboutissent. Donc je pense que j'ai bel espoir que le gouvernement actuel n'abandonnera pas ses engagements, et comme M. Minungo le disait, voilà, s'il y a besoin de redimensionner, on le fera, mais l'essentiel c'est de ne pas abandonner, parce qu'il y a un engagement financier, une incidence financière qui est déjà dedans, et ça sera vraiment une perte, et je ne pense pas que ça passerait au niveau de la Cour des comptes. D'accord. Voilà. C'est sur cette note d'espoir que nous vous disons merci, vous qui nous avez suivis, parce qu'il était question du bilan de la mise en œuvre des engagements du président Roch-Marc Christian Kaboré de 2016 à 2020. Et sur la plateforme Présimètre, nous voyons qu'il y a 35,3% réalisés contre 64,7% en cours de réalisation. Donc 30 engagements qui ont été réalisés et 55 engagements en cours de réalisation. Merci à Diaconia et à l'ensemble de ses partenaires pour Présimètre. Merci également à Dieudonné Ouedraogo de CGD d'être venu pour cette émission. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Nous vous disons merci, vous qui nous avez suivis sur la radio Watt FM et sur la télévision Free TV. N'oubliez pas, vous pouvez nous recevoir sur le 254 Canal Plus ou le multiplayer de la TNT. Sur Watt FM, c'est 100.8. Il y a aussi les applications mobiles qui sont là maintenant, Watt FM et Free TV. Sur Play Store, vous pouvez les télécharger pour nous suivre en direct. Merci à Yasmine Konaté et à toute l'équipe qui a piloté cette émission. Au revoir. Nous nous retrouvons un autre jour pour votre émission Chrono Citoyen. C'est fin pour aujourd'hui. Au revoir.